Novembre 2011, Lyon. L'air de la salle des ventes était lourd, imprégné de l'odeur du papier jauni et du bois ciré. Pour Léo Durand, designer industriel de 30 ans, ce lieu N était pas un simple entrepôt de reliques, mais une machine à remonter le temps. Ses yeux ne quittaient pas le catalogue, fixé sur une seule et unique description. Lot 247, Tino, prototype unique en fer blanc, dernière création connue d'Antoine Lemaire. Lemaire N était pas qu'un nom, il était le magicien de son enfance, le génie dont les jouets avaient peuplé ses rêves. Alors que le commissaire-priseur annonçait le lot, le cœur de Léo s'accéléra. Il sentait que cet objet N était pas comme les autres. C était une pièce manquante de l'histoire, un fragment tangible d'un mythe interrompu brutalement une veille de Noël, 19 ans plus tôt. Il leva sa pancarte, déterminé. Le marteau tomba, scellant le destin du petit robot de fer blanc. Adjugé! Léo sentit une vague de soulagement et d'excitation le submerger. Il s'approcha pour récupérer son acquisition. Tino était plus petit qu'il ne l'imaginait. Ses couleurs légèrement passées par le temps, une éraflure sur sa joue métallique, lui donnant une expression presque mélancolique. Ses yeux, deux simples cercles peints, semblaient pourtant contenir une profondeur insondable. En le prenant dans ses mains, Léo sentit le poids froid du métal, la qualité d'un travail artisanal qui n'existait plus. Ce N n'était pas un simple jouet produit en masse, mais elle, œuvre d'un artiste, une promesse non tenue. Pour Léo, posséder Tino, Suck, était comme tenir la main de son idole d'enfance, un homme qui avait mystérieusement disparu au sommet de sa gloire, laissant derrière lui un empire inachevé et une famille brisée. De retour dans son atelier, le véritable sanctuaire de Léo, Tino trouva sa place d'honneur sur l'art, établi central, baigné par la lumière crue d'une lampe d'architecte. Autour de lui, des étagères croulaient sous les jouets vintage, chacun méticuleusement restauré, chacun porteur d'une histoire. C était un univers ordonné de nostalgie et de mécanique de précision, où des automates du 19e siècle côtoyaient des figurines des années 80. Léo mit un vieux disque vinyle sur sa platine, et une mélodie douce et familière emplit la pièce, créant une atmosphère hors du temps. Il contempla le petit robot, une pièce maîtresse qui éclipsait tout le reste. Il ne s'agissait pas seulement d'ajouter un objet à sa collection, mais de préserver la dernière étincelle de génie d'Antoine Lemaire, de protéger l'ultime création d'un homme qui, était volatilisé dans la nuit lyonnaise. Poussé par une curiosité professionnelle, Léo décida de tenter de ranimer le mécanisme de Tino. Il retourna délicatement le robot pour accéder au compartiment des piles. La petite trappe métallique était bloquée, ses bords soudés par des décennies d'oxydation. Avec la patience d'un horloger, il sélectionna un fin tournevis et une pince de précision dans son arsenal d'outils. Il travailla avec une extrême délicatesse, ne voulant surtout pas abîmer la peinture d'origine, ou déformer le châssis. Après plusieurs minutes d'efforts minutieux, la trappe céda enfin, avec un léger grincement de protestation. À l'intérieur, deux piles anciennes gisaient dans un lit de corrosion verdâtre, témoin silencieux du temps écoulé. Il s'apprêtait à les retirer, s'attendant à ne trouver qu'un circuit imprimé rudimentaire, typique des jouets de cette époque révolue, une simple formalité avant le nettoyage. Alors qu'il extrayait la première pile oxydée avec sa pince, son doigt effleura une aspérité inattendue au fond du compartiment. Ce N était pas une vis, mais un minuscule interrupteur, presque invisible à elle, œil nu. Un clic discret et sec, résonna dans le silence de l'atelier. Immédiatement, un faible bourdonnement mécanique se fit entendre, un son étrange, qui ne correspondait à aucun moteur de jouet qu'il connaissait. Léo se figea, son souffle court. Le son était ténu, presque spectral, et semblait provenir des entrailles même du robot. Ce N était pas le bruit d'un mécanisme de marche ou d'un automate. C était autre chose, quelque chose de secret, de dissimulé. Il approcha son oreille du torse métallique de Tino, son cœur battant à contretemps, sentant qu'il venait de réveiller quelque chose qui dormait depuis très, très longtemps. Le bourdonnement laissa place à un grésillement, puis, miraculeusement, une voix émergea du petit haut-parleur dissimulé dans la poitrine de Tino. Elle était faible, voilée par le souffle de la bande magnétique, mais indubitablement humaine. Une voix d'homme, chaleureuse et vibrante de passion, qui parlait d'engrenages, de gyroscopes et d'une technologie révolutionnaire. Léo la reconnut sur le champ. Était la voix d'Antoine Lemaire, celle qu'il avait entendue des dizaines de fois dans de vieilles interviews télévisées. Il était pétrifié, incapable de bouger. Était impossible. Il écoutait un enregistrement de près de 20 ans,
la voix d'un homme disparu, prisonnière de ce jouet en fer blanc. La voix de Lemaire était remplie d'une excitation presque enfantine, décrivant une invention qui allait changer non seulement le monde du jouet, mais bien plus encore. Soudain, une seconde voix, plus dure et tranchante, interrompit le monologue passionné de Lemaire. Le ton était glacial, empreint d'une impatience à peine masquée. « Antoine, soyons sérieux, ce n'est pas un jeu. » L'atmosphère de l'enregistrement changea radicalement. Ce N était plus la confession d'un inventeur à sa création, mais une confrontation tendue entre deux hommes. L'inconnu parlait de brevets, de contrats et de millions de francs, des mots qui juraient avec la poésie mécanique de Lemaire. Léo, toujours penché sur elle, établi, se sentait comme un intrus, un témoin involontaire d'une conversation privée et manifestement hostile. Il pouvait presque visualiser la scène, le génie créatif face à l'homme d'affaires pragmatique et impitoyable. La discussion s'envenima, les voix se superposant dans une cacophonie de rêves brisés et de cupidité à peine voilée. La tension monta d'un cran. La voix de Lemaire était ferme, refusant de céder. « Cette technologie m'appartient. Elle ne sera jamais utilisée à des fins militaires, Maxime. » C'est hors de question. Le nom était lâché. Maxime. Maxime Roussel, son associé. La réponse de Roussel fut un coup près, chaque mot prononcé lentement, avec une froide et terrifiante détermination. « Tu te trompes, Antoine. » Un silence pesa, lourd de menaces. Puis, la phrase qui allait glacer le sang de Léo et hanter ses nuits, tomba, claire, et sans équivoque, malgré la mauvaise qualité de la bande. Astérisque. Cette technologie ne sortira pas de cet atelier. Et toi non plus. Astérisque. Un bruit sourd suivit, un son mat et violent, puis, un fracas métallique. Le grésillement de la bande reprit, seul, avant de s'arrêter dans un silence de mort. Le silence qui s'installa dans l'atelier était assourdissant, bien plus profond qu'auparavant. Léo resta immobile pendant de longues secondes, le regard fixé sur le petit robot inoffensif. Le vinyle sur la platine avait terminé sa course et tournait en vain. Tino N était plus un trésor de collectionneur, un souvenir d'enfance. C était une boîte noire, le témoin d'un crime. La disparition d'Antoine Lemaire, classée à POS, époque comme un abandon volontaire, une fugue inexplicable d'un homme sous pression, venait de prendre une tournure sinistre et macabre. Ce jouet, sa dernière création, contenait sa dernière conversation, sa condamnation à mort. Léo sentit un frisson le parcourir. Il tenait entre ses mains non seulement la clé d'un mystère vieux de 19 ans, mais aussi une vérité si terrible qu'elle avait été scellée dans le métal et le silence pendant près de 2 décennies. Le recul fut instinctif, violent, comme si le petit robot de fer blanc l'avait brûlé au contact. Léo renversa son tabouret, qui percuta le sol avec un bruit sec et mat, brisant le silence de mort qui venait de s'abattre sur l'atelier. Son cœur martelait sa poitrine, un tambour affolé dans le vide laissé par la fin de l'enregistrement. Il fixa Tino, dont les yeux peints semblaient désormais le juger, le défier. La voix chaleureuse d'Antoine Lemaire, suivie du ton glacial de son assassin, résonnait encore en écho dans son crâne. Ce N était plus un simple jouet, un artefact de collection. C était une scène de crime miniature, un mausolée de fer blanc, contenant les dernières secondes d'une vie. L'air devint subitement rare, lourd, et Léo dut s'appuyer contre son établi pour ne pas vaciller, le souffle court. Son esprit cartésien, habitué à la logique des mécanismes et des circuits, refusait d'accepter l'horreur brute de ce qu'il venait d'entendre. Une farce? Un enregistrement truqué, placé là par un vendeur facétieux? L'idée était absurde, mais plus réconfortante que la vérité. Il devait l'entendre à nouveau. Avec une main tremblante, il se pencha de nouveau vers le robot, son doigt hésitant au-dessus du minuscule interrupteur. Le remettre en marche, c'est, était accepter que ce ne soit pas un cauchemar, c'est, était inviter à nouveau la mort dans son sanctuaire de nostalgie. Pourtant, il le devait. Il devait être certain. Le astérisque clic astérisque de l'interrupteur, si discret quelques minutes plus tôt, résonna cette fois comme une détonation. Le faible bourdonnement reprit, et Léo retint son souffle, se préparant à être le témoin, une seconde fois, d'un meurtre vieux de 19 ans. La deuxième écoute fut pire que la première. Débarrassé de l'effet de surprise, Léo put se concentrer sur les détails, les nuances qui lui avaient échappé. La passion presque fébrile dans la voix de Lemaire, lorsqu'il parlait de sa technologie. La condescendance. Le mépris à peine voilé dans celle de Maxime Roussel. Chaque mot prononcé par l'associé était une lame, affûtée et précise. Puis la menace, claire, sans équivoque. Astérisque.
Cette technologie ne sortira pas de cet atelier. Et toi non plus. Astérisque. Le bruit sourd, un son lourd et humide qu'il n'arrivait pas à identifier, suivi du fracas métallique, probablement un outil ou une machine qui tombe. Cette fois, Léo entendit tout. Il n'y avait plus de place pour le doute. Il venait d'écouter l'enregistrement d'un assassinat, et le meurtrier avait un nom. Le poids de l'objet dans ses mains semblait avoir décuplé. Tinoen était plus une relique du passé, mais un fardeau du présent. Son sourire peint, autrefois charmant et désuet, paraissait maintenant figé dans une grimace macabre, le témoin silencieux d'une violence inouïe. Comment Antoine Lemaire avait-il eu le temps, la présence d'esprit d'activer cet enregistreur? Était-ce un accident, ou un ultime acte de défi, une bouteille à la mer lancée depuis les rives de sa propre mort? Léo caressa la tête métallique du robot. Il se sentait désormais comme le gardien d'un secret terrible, une vérité qui avait dormi pendant près de 2 décennies, scellée dans le ventre d'un jouet innocent. La responsabilité qui venait de lui tomber dessus était écrasante, presque paralysante. Il pensa à Antoine Lemaire, non plus comme l'icône de son enfance, le créateur de génie, mais comme un homme piégé, trahi par celui en qui il avait probablement le plus confiance. Léo pouvait presque visualiser la scène. L'atelier de Lemaire, sans doute semblable au sien mais plus grand, plus magique, rempli de prototypes et de rêves mécaniques. La confrontation, la tension montant entre les deux hommes, l'un défendant sa vision, sa création, l'autre ne voyant que des brevets et des millions. Cette histoire N était plus un simple mystère non résolu, une note de bas de page dans l'histoire du jouet. C était une tragédie humaine, celle d'un artiste assassiné pour son art, pour son génie. Léo ressentit une bouffée de colère froide, une rage sourde contre l'injustice de ce destin brisé. Et maintenant, que faire? La première pensée rationnelle fut d'appeler la police. Mais il écarta aussitôt. Débarquer dans un commissariat avec un vieux jouet en fer blanc, en prétendant qu'il contenait la preuve d'un meurtre commis en 1992? On le prendrait pour un fou, un illuminé cherchant à attirer l'attention. Maxime Roussel de son côté n'était pas un inconnu. Léo le savait. Le nom était synonyme de réussite, le PDG d'un empire du jouet, bâti sur les cendres de l'entreprise de Lemaire. Un homme riche, puissant, avec des relations. Se présenter avec une telle accusation, sans autre preuve qu'une vieille bande magnétique de mauvaise qualité, serait un suicide. Il était seul, face à un géant qui avait déjà prouvé qu'il était capable de tuer pour protéger ses intérêts. Poussé par une impulsion nerveuse, Léo se précipita vers son ordinateur, laissant Tino seul sur elle, établi, comme une bombe à retardement. Ses doigts tapèrent frénétiquement sur le clavier. Disparition Antoine Lemaire, Maxime Roussel jouet Roussel. Les articles de Époque défilèrent sur Écran. Des coupures de journaux numérisés, des reportages télévisés de mauvaise qualité. Tous racontaient la même histoire, la version officielle qui avait été servie au public. Lemaire, décrit comme un génie instable, un homme sous la pression du succès, qui aurait tout abandonné du jour au lendemain, sa famille, son entreprise, sa vie. Un départ volontaire. Une fugue. Un mensonge si parfaitement construit, qu'il avait tenu pendant 19 ans, et que Léo venait de faire voler en éclats. Il trouva une photo récente de Maxime Roussel, prise lors d'un gala de charité. L'homme, la soixantaine élégante, cheveux poivre et sel, costume sur mesure, souriait à l'objectif, un verre de champagne à la main. Il avait l'air affable, respectable, l'incarnation même du succès et de la philanthropie. Léo sentit son estomac se nouer. Était le visage du prédateur, du manipulateur qui avait pleuré publiquement la décision tragique de son ami et associé tout en sachant pertinemment qu'il l'avait laissé pour mort sur le sol de son atelier. Cet homme avait bâti sa fortune, sa réputation, toute son existence sur un crime, et il avait prospéré, sans jamais être inquiété. La nausée monta en Léo, une nausée faite de dégoût et d'impuissance. Au fil de ses recherches, un autre visage apparut, celui d'Élise Lemaire, la fille d'Antoine. Une photo d'archive la montrait à 10 ans, une petite fille aux yeux tristes, s'accrochant à sa mère, lors d'un appel à témoins. Puis des articles plus récents, elle était devenue une architecte de renom, une femme au regard dur, marquée par une blessure qui n'avait jamais cicatrisé. Elle avait grandi avec l'idée que son père, son héros, l'avait lâchement abandonnée à la veille de Noël. Léo ressentit une profonde vague de compassion. La vérité contenue dans Tinoen était pas seulement une clé pour la justice. Était la clé pour libérer cette femme du poids de cette trahison paternelle,
pour lui rendre la véritable histoire de son père, celle d'un homme qui ne l'avait pas abandonné, mais qui avait été assassiné. Léo se retourna et posa son regard sur le petit robot, qui semblait l'attendre au centre de la pièce. Un pacte silencieux se noua entre le collectionneur et l'objet. Il ne pouvait pas ignorer ce qu'il avait découvert. Il ne pouvait pas remettre Tino sur une étagère et faire comme si de rien était. Il le devait à Antoine Lemaire, dont les créations avaient enchanté son enfance et inspiré sa propre carrière. Il le devait à cette petite fille de 10 ans, aujourd'hui une femme, qui méritait de connaître la vérité, aussi terrible soit-elle. Sa quête, qui avait commencé par la simple acquisition d'un objet rare, venait de se transformer en une mission. Une mission pour la vérité, pour la justice, et pour la mémoire d'un homme dont le génie avait été réduit au silence. Le choc initial, la peur et la confusion, laissèrent place à une détermination froide et lucide. Il ne pouvait pas affronter Roussel directement, ni même alerter les autorités. Pas encore. Il lui fallait plus. Il lui fallait comprendre. Comprendre la technologie dont parlait Lemaire. Comprendre le contexte de leur dispute. Trouver d'autres preuves qui pourraient corroborer l'enregistrement. Et pour cela, il n'y avait qu'une seule personne qui pourrait l'aider, qui aurait le droit de savoir avant tout le monde. Sa prochaine étape était claire, et terrifiante. Il devait trouver Élise Lemaire. Il devait lui présenter Tino, et lui faire écouter la voix de son père, une dernière fois. Comment annonce-t-on à quelqu'un que toute sa vie repose sur un mensonge? Il n'en avait aucune idée, mais il savait qu'il devait le faire. Mais ce était que le début de ce qui allait suivre. Si cette histoire vous captive déjà, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à la partager, et surtout, à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de la suite. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Et sincèrement, que feriez-vous dans une situation pareille? Pensez-vous que vous supporteriez le poids d'une telle découverte? Pour comprendre l'onde de choc provoquée par l'enregistrement de Tino, il faut remonter le temps. Remonter à une époque où le nom d'Antoine Lemaire était synonyme de magie. Au début des années 90, Lemaire n'était pas un simple fabricant de jouets. Il était le grand architecte des rêves d'enfants, une sorte de Willy Wonka lyonnais, dont l'imagination semblait sans limite. Ses créations n'étaient pas de simples objets en plastique moulé, mais des merveilles de mécanique et de poésie, des automates qui semblaient posséder une âme. Chaque Noël, la France entière retenait son souffle, en attendant de découvrir quelle nouvelle invention sortirait de son atelier légendaire. Pour une génération entière, dont faisait partie le jeune Léo Durand, Antoine Lemaire n'était pas un homme, mais un mythe vivant, un pourvoyeur de joie dont le génie illuminait les vitrines et les foyers. Le cœur de cet empire de émerveillement se trouvait dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. L'atelier d'Antoine Lemaire était un lieu hors du temps, un sanctuaire où l'odeur du bois fraîchement coupé se mêlait à celle de l'huile de machine et du métal chaud. Des plans et des croquis tapissaient les murs, des engrenages de toute taille s'amoncelaient dans des boîtes en bois, et sur les établis, des prototypes à moitié assemblés attendaient, étincelles de vie que seul leur créateur pouvait leur insuffler. C'était un chaos organisé. Un laboratoire d'idées où la logique de l'ingénieur dansait avec la fantaisie de l'artiste. C'est dans ce lieu, au milieu d'un balai incessant d'outils de précision et de mécanismes délicats, qu'Antoine donnait naissance à des créations qui allaient marquer l'imaginaire collectif, loin du monde froid et calculateur des affaires. Mais même le plus grand des rêveurs a besoin d'un ancrage dans la réalité. Cet ancrage, pour Antoine Lemaire, s'appelait Maxime Roussel. Les deux hommes formaient un duo aussi improbable qu'efficace. Antoine était le cœur créatif. Elle, âme de l'entreprise, celui dont les mains donnaient vie aux idées les plus folles. Maxime, lui, était le cerveau commercial, l'homme des chiffres et des contrats, celui qui transformait les rêves d'Antoine en succès commerciaux retentissants. Leur partenariat avait propulsé la petite entreprise artisanale au rang de phénomène national. En public, ils affichaient une complicité sans faille, l'artiste et son manager. Mais en coulisses, des frictions commençaient à apparaître, un fossé se creusant entre la vision pure d'Antoine et l'ambition dévorante de son associé, qui voyait bien au-delà du simple monde du jouet. Au centre de la vie d'Antoine, plus important encore que ses inventions, il y avait sa fille, Élise. À 10 ans, elle était son ombre, sa plus grande admiratrice et sa première critique. L'atelier n'était pas pour elle un lieu de travail, mais le plus incroyable des terrains de jeu, un royaume enchanté, où son père, le roi, fabriquait des merveilles rien que pour elle. Elle passait des heures à ses côtés, fascinée par la précision de ses gestes,
écoutant avec une dévotion religieuse ses explications sur le fonctionnement d'un gyroscope ou la tension d'un ressort. Leur lien était fusionnel, une complicité profonde tissée de rires, de secrets partagés et d'une admiration sans bornes. Pour Élise, son père N était pas seulement un génie, il était son héros, l'homme le plus fort et le plus fiable du monde, un pilier indéboulonnable de son existence. Le 23 décembre 1992, l'atmosphère à Lyon était électrique. Les rues scintillaient de guirlandes, l'air froid sentait le vin chaud et les marrons grillés, et une frénésie joyeuse était emparée de la ville à la veille du réveillon. Dans les magasins de jouets, les créations de Lemaire s'arrachaient, promesses de sourire au pied des sapins. C'est dans ce contexte de fête et d'insouciance que le drame s'est noué. Antoine Lemaire avait, selon les dires de son associé, un dernier rendez-vous professionnel avec lui ce soir-là, dans son atelier. Une simple formalité pour finaliser les détails de la prochaine grande nouveauté. Il a quitté son domicile en promettant à Élise de rentrer tôt pour décorer le sapin. Elle ne l'a jamais revu. La magie de Noël s'est brisée cette nuit-là, laissant place à une attente angoissante et interminable. Les jours se sont transformés en semaines. L'incompréhension a cédé la place à une enquête policière qui a rapidement piétiné. Aucune trace de lutte, aucune demande de rançon, aucun témoin. La voiture d'Antoine fut retrouvée près de la gare de Perrache quelques jours plus tard, impeccablement garée. Face à l'absence de preuves matérielles, et sous l'influence des témoignages de Maxime Roussel décrivant un homme, à bout, écrasé par la pression, la thèse du départ volontaire s'est imposée. La presse s'est emparée de l'histoire, peignant le portrait d'un génie instable qui avait tout abandonné, sa famille, son empire, sa vie, sur un coup de tête. L'affaire fut classée. Antoine Lemaire, le roi des jouets, est devenu aux yeux du monde, l'homme qui avait lâchement fui ses responsabilités à la veille de Noël. Pendant que la famille Lemaire s'effondrait sous le poids du chagrin et de la honte publique, Maxime Roussel, lui, a su parfaitement manœuvrer. Jouant le rôle de l'ami dévasté et du partenaire loyal, il a prononcé des discours émouvants, pleurant publiquement la décision tragique de son ami. En réalité, il a profité du vide laissé par Antoine pour prendre le contrôle total de l'entreprise. Il l'a rebaptisé « Jouet Roussel », a liquidé l'aspect artisanal pour une production de masse, et a bâti un empire multimillionnaire sur les fondations de L, œuvre de son ancien partenaire. Il est devenu une figure respectée du monde des affaires, un philanthrope dont la réussite insolente n'a jamais été remise en question, son succès étant perçu comme la preuve de son génie des affaires, et non comme le fruit d'une trahison macabre. Pour Élise, la version officielle fut un poison lent, qui a corrompu tous ses souvenirs d'enfance. L'image du père aimant fut remplacée par celle du traître, de égoïste, qui l'avait abandonné pour une raison qu'elle ne comprendrait jamais. Elle a grandi avec cette blessure béante, cette colère sourde, contre ce fantôme qui avait détruit sa vie. Devenue une jeune femme, puis une architecte de renom, elle s'est construit une armure de cynisme et de froideur, refusant d'évoquer le nom de son père, s'efforçant d'oublier l'homme qui lui avait appris à rêver avant de transformer sa vie en cauchemar. La disparition N était plus un mystère pour elle, mais une certitude douloureuse, son héros l'avait abandonnée. Était la seule vérité qu'elle connaissait, une vérité sur laquelle elle avait bâti toute son existence d'adulte. Pourtant, sous la surface de ce succès apparent, des fissures commençaient à se dessiner, invisibles pour le monde extérieur mais profondes et inquiétantes pour ceux qui se trouvaient au cœur de la machine. La source de cette tension était une découverte récente d'Antoine, une technologie qui dépassait de loin tout ce qu'il avait créé auparavant. Il ne s'agissait plus seulement d'améliorer un mécanisme d'horlogerie ou de perfectionner un automate. Il avait mis au point un système de stabilisation gyroscopique, miniaturisé d'une précision révolutionnaire, une avancée qui pouvait conférer à ses jouets un équilibre et une autonomie de mouvement jamais vue. Dans le secret de son atelier, tard dans la nuit, il travaillait avec une ferveur quasi obsessionnelle, sur le premier prototype qui intégrerait ce miracle technologique. Un petit robot de fer blanc qu'il avait baptisé Tino. Maxime Roussel, avec son flair infaillible pour les affaires, avait immédiatement compris que le génie de son partenaire venait de franchir un cap décisif. Cependant, là où Antoine voyait une nouvelle forme de poésie mécanique, une façon de rendre ses créations encore plus vivantes et magiques, Maxime ne voyait qu'un brevet d'une valeur inestimable. Il avait commencé à sonder discrètement des marchés bien plus lucratifs que celui du jouet. Il parlait de guidage de précision, d'applications industrielles, et même, à mots couverts, de contrats militaires. L'idée de vendre cette technologie à des fabricants d'armes, ou à des conglomérats aérospatiaux, était devenue une obsession pour lui, une porte d'entrée vers une fortune, et un pouvoir bien au-delà de leurs rêves les plus fous.
une ambition qu'il savait pertinemment qu'Antoine ne partagerait jamais. Les dernières semaines avant la disparition de décembre 1992 furent marquées par des discussions de plus en plus houleuses entre les deux associés. Les éclats de voix, autrefois rares, devenaient fréquents dans le bureau qui jouxtait l'atelier. Antoine, d'ordinaire si doux et rêveur, se montrait inflexible. Il avait créé cette technologie pour apporter de la joie, pas pour développer des systèmes de guidage. Il refusait catégoriquement que son nom soit associé à l'industrie de l'armement. Maxime, de son côté, alternait entre la persuasion, arguant qu'il passait à côté d'une opportunité historique, et la menace à peine voilée, lui rappelant que l'entreprise avait besoin de capitaux pour survivre et se développer. Le fossé entre l'artiste et l'homme d'affaires était devenu un abîme infranchissable, chaque camp se retranchant derrière ses convictions. Élise, malgré son jeune âge, sentait confusément cette tension. Elle voyait son père plus soucieux, son regard souvent perdu dans le vague, même lorsqu'il était avec elle. Pour la protéger, Antoine transformait ses inquiétudes en jeu. Il lui présentait Tino non pas comme la source de ses conflits, mais comme leur plus grand secret, un ami mécanique qui allait bientôt prendre vie. Il lui montrait comment le petit robot pouvait se tenir en équilibre sur une seule jambe, un exploit qui semblait relever de la pure magie. Ces moments de complicité, volés à l'angoisse grandissante, étaient devenus plus précieux que jamais. Était une façon pour Antoine de se raccrocher à son monde, à la pureté de sa mission créative, face à la cupidité qui menaçait de tout corrompre. Tino, posé sur Shell, établi principal, était donc bien plus qu'un simple jouet. Il était le symbole de cette fracture. Pour Antoine, il représentait l'aboutissement de son art, la promesse d'un avenir où la technologie servirait, elle, émerveillement. Pour Maxime, il était la maquette frustrante d'un prototype valant des millions de francs, une clé en or enfermée dans une boîte à jouets. Chaque circuit soudé par Antoine, chaque engrenage ajusté avec une précision d'horloger, était un pas de plus vers la concrétisation de son rêve, mais aussi, sans qu'il le sache, un pas de plus vers sa propre fin. Le petit robot de fer blanc, avec son sourire peint et ses yeux innocents, était à la fois un chef-œuvre et un mobile de meurtre en devenir. La journée du 23 décembre 1992 était levée sur un lion glacial mais féerique. La ville, parée de ses habits de fête, vibrait d'une excitation palpable. Dans la maison des Lemaire, l'ambiance était douce amère. Antoine avait promis à Élise qu'il finirait de décorer le grand sapin du salon ce soir-là, une tradition sacrée entre eux. Il devait juste passer à l'atelier pour, disait-il, un dernier rendez-vous avec Maxime, afin de finaliser quelques détails avant les vacances. Il l'avait embrassé sur le front, lui promettant de ne pas être long. Son regard était chargé d'une tendresse infinie, mais aussi du nombre de fatigues et de préoccupations qu'Élise ne sut interpréter que bien des années plus tard. Était la dernière fois qu'elle voyait son père. Ce rendez-vous, présenté comme une simple formalité administrative, était en réalité un ultimatum. Maxime Roussel avait convoqué Antoine ce soir-là, dans l'atelier désert, avec une intention bien précise. Il avait préparé un contrat de cession de brevet, un document qui donnait à l'entreprise, et donc à lui-même, en tant que gérant majoritaire, le plein contrôle sur l'exploitation de la technologie gyroscopique, y compris pour des applications non liées aux jouets. Il était convaincu qu'avec la pression des fêtes et la perspective de vacances apaisées, il parviendrait enfin à faire plier son partenaire. Il n'avait pas envisagé le refus. Ou plutôt, il avait envisagé une alternative si Antoine persistait dans son idéalisme qu'il jugeait désormais suicidaire pour leurs affaires. Ainsi, le décor était planté pour la tragédie. D'un côté, un inventeur de génie, un père aimant, qui ne voulait que protéger l'intégrité de sa création, et rentrer chez lui, pour décorer un sapin de Noël. De l'autre, un homme d'affaires consumé par l'ambition, prêt à tout pour s'emparer d'une technologie qui représentait bien plus que de l'argent. Une reconnaissance, un pouvoir, une place dans l'histoire. L'atelier, ce sanctuaire de créativité et de rêve, allait devenir le théâtre d'une confrontation finale, un lieu où la magie des jouets s'effacerait devant la brutalité la plus froide. Le silence de la nuit lyonnaise, à quelques heures du réveillon, s'apprêtait à engloutir un secret terrible pour près de 2 décennies. La nuit blanche qui suivit sa découverte ne fut qu'un long tourment pour Léo. Tino, posé sur l'aile, établi, semblait le fixer de ses yeux peints, gardien silencieux d'une vérité trop lourde pour un seul homme. Au petit matin, sa décision était prise, aussi fragile que le mécanisme d'un jouet ancien, mais tout aussi irrévocable. Il ne pouvait pas garder cela pour lui. La justice, la mémoire d'Antoine Lemaire, et surtout, la paix d'une femme qui avait grandi en croyant à un mensonge,
tout cela dépendait de son prochain geste. Il alluma son ordinateur, les doigts tremblants, et commença sa quête. Il ne cherchait plus des articles sur un inventeur disparu, mais les coordonnées d'une architecte bien vivante. Élise Lemaire. Chaque clic de souris le rapprochait d'une confrontation qu'il redoutait autant qu'il l'espérait, sentant le poids de 19 ans de silence sur ses épaules. Trouver Élise Lemaire fut étonnamment simple. Son cabinet d'architecture avait un site internet épuré, professionnel, à l'image des photos qui la montraient, le regard droit, le visage fermé. Rien en elle ne rappelait la petite fille aux yeux tristes des archives de presse. Léo fixa son numéro de téléphone pendant de longues minutes, le cœur battant à tout rompre. Que pouvait-il bien lui dire? Comment formuler l'impensable sans passer pour un fou ou un charlatan? Il prit une profonde inspiration et composa le numéro. La voix qui répondit était polie, mais distante, une barrière de professionnalisme dressée contre le monde. Il se présenta maladroitement, un simple collectionneur, et sentit immédiatement le mur de méfiance se solidifier de l'autre côté du fil. Pour Élise, il était qu'un nom de plus dans la longue liste des curieux et des opportunistes qui avaient tenté de la contacter au fil des ans. Il insista, sentant qu'il était sur le point de la perdre. Il prononça les mots qu'il avait soigneusement choisis, les seuls qui, il l'espérait, pourraient percer sa carapace. Il s'agit de votre père, et de sa dernière création, un prototype nommé Tino. Un silence pesa à l'autre bout du fil. Un silence si long, si lourd, qu'il crut un instant qu'elle avait raccroché. Le nom du petit robot, ce secret d'enfance partagé avec son père, avait agi comme une clé rouillée tournant dans une serrure grippée par le temps. Quand elle parla de nouveau, sa voix était plus basse, chargée d'une émotion qu'elle s'efforçait de contenir. Elle ne le croyait pas, mais le doute, pour la première fois en 19 ans, venait de s'insinuer. Elle accepta de le rencontrer, non par espoir, mais pour mettre un terme définitif à ce qu'elle considérait comme une cruelle fantaisie. Le rendez-vous fut fixé dans un café discret du quartier de la Presque, Léo arriva en avance, Tino précieusement enveloppé dans un tissu de velours, rangé dans son sac. Quand Élise entra, elle balaya la salle du regard, son expression mêlant lassitude et défi. Elle était plus grande qu'il ne l'imaginait, son élégance froide contrastant avec l'anxiété palpable de Léo. Assis l'un en face de l'autre, un abîme de temps et de douleur les séparait. Il déballa lentement le robot, et le posa sur la table entre eux. Élise le fixa, et pour la première fois, son masque se fissura. Un souvenir fugace, la vision d'un atelier magique et la chaleur d'une main dans la sienne, traversa son regard. Mais elle se reprit aussitôt, son visage se durcissant à nouveau. Alors, quelle est cette histoire insensée? Demanda-t-elle, sa voix tranchante comme du verre brisé. Sans un mot, Léo se pencha et actionna le minuscule interrupteur. Le faible bourdonnement emplit le silence tendu, puis la voix. La voix d'Antoine Lemaire. L'effet sur Élise fut foudroyant. Elle sursauta comme si elle avait reçu une décharge électrique, sa main se portant à sa bouche, pour étouffer un cri. Ses yeux écarquillèrent, fixés sur le jouet inanimé d'où sortait le timbre chaud et familier de ce père qu'elle avait pleuré. Puis, ce n'était pas un enregistrement d'archives, mais une conversation vivante, intime. Les larmes qu'elle avait retenues pendant près de 2 décennies, montèrent et brouillèrent sa vue. Elle écoutait, pétrifiée, la passion de son père, puis la froideur de Maxime Roussel, chaque mot la ramenant à cette nuit fatidique, à ce vide qu'elle n'avait jamais réussi à combler. Elle était plus une architecte de renom, mais une petite fille de 10 ans qui entendait son héros pour la dernière fois. Quand la phrase finale tomba, la menace de Roussel suivie du bruit sourd et du silence, Élise laissa échapper un sanglot étranglé. Le monde autour d'elle, les conversations des autres clients, le bruit des tasses, tout avait disparu. Il ne restait que cette vérité monstrueuse, livrée par un jouet en fer blanc, son père ne l'avait pas abandonné. Il lui avait été arraché, assassiné. La colère, une rage pure et incandescente, submergea le chagrin. La version officielle sur laquelle elle avait bâti sa vie d'adulte venait de voler en éclats, révélant une fondation de mensonges et de trahison. Elle leva les yeux vers Léo, son regard n'exprimant plus le scepticisme, mais une détresse infinie et une détermination nouvelle. En quelques secondes, ils étaient plus des étrangers, mais les seuls dépositaires d'un secret qui pouvait tout changer. Après un long moment de silence, où seules les larmes silencieuses d'Élise témoignaient de la violence de la révélation, la rationalité reprit ses droits. Elle essuya ses joues avec le dos de sa main, son regard se durcissant.
La police ne nous croira jamais, dit-elle d'une voix rauque, mais ferme. Un vieil enregistrement de mauvaise qualité dans un jouet? Roussel est trop puissant. Il nous détruira avant même que nous ayons pu parler. Léo acquiesça. Il avait eu la même pensée. Ils étaient seuls, face à un empire. Il nous faut plus, continua-t-il. Il nous faut une preuve irréfutable. Cet enregistrement doit être analysé. Nettoyé. Il y a peut-être autre chose dessus, un bruit de fond, un détail que nous n'entendons pas. L'idée fit son chemin dans l'esprit d'O, Élise. Était un plan. Une première étape concrète sur le chemin de la justice. Ils quittèrent le café transformé. Le poids de la vérité était désormais partagé, leur solitude rompue par une alliance fragile mais puissante, forgée dans la tragédie. Élise connaissait quelqu'un, un ingénieur du son qui travaillait pour le cinéma, un expert en restauration de vieilles bandes sonores. Était leur Dizzy, meilleur à tout. Ils prirent contact avec lui, et un rendez-vous fut pris pour le lendemain, dans son studio d'enregistrement niché au cœur du vieux Lyon. La nuit fut courte, peuplée de fantômes et de voix grésillantes. Pour la première fois depuis près de 20 ans, Élise ne se sentait plus seule dans son chagrin, mais elle était désormais accompagnée par une vérité encore plus effrayante que le mensonge qui avait défini sa vie. Léo, de son côté, sentait le poids de la responsabilité. Hélène était plus un simple collectionneur. Il était le gardien d'une promesse, le catalyseur d'une justice attendue depuis trop longtemps. Le studio de Julien était un sanctuaire de technologie, un contraste saisissant avec l'atelier de Léo, rempli de reliques du passé. Ici, des murs sombres et insonorisés entouraient des consoles de mixage aux 1000 lumières, des écrans affichant des spectres audio complexes, et des enceintes de monitoring capables de révéler le moindre souffle. Julien, un homme à la concentration intense et au regard perçant, les accueillit avec une chaleur prudente, visiblement inquiet de l'état de son amie Élise. Il examina Tino avec une curiosité professionnelle, son scepticisme initial s'effaçant devant la sincérité palpable de la détresse Élise et la gravité de Léo. Il comprit qu'il ne s'agissait pas d'une simple lubie, mais de quelque chose de bien plus profond, de bien plus sombre. Il les fit asseoir et se mit au travail sans poser plus de questions. Avec la délicatesse d'un chirurgien, Julien plaça un microphone de haute précision devant le petit haut-parleur de Tino. La pièce fut plongée dans un silence quasi absolu. Léo actionna l'interrupteur. Dans l'acoustique parfaite du studio, la voix d'Antoine Lemaire résonna avec une clarté et une présence troublante, comme s'il se tenait dans la pièce avec eux. Chaque inflexion, chaque hésitation, chaque parcelle de passion était amplifiée, rendant la scène encore plus vivante et tragique. Élise ferma les yeux, une larme silencieuse traçant un sillon sur sa joue. Puis la voix de Roussel, glaciale et menaçante, emplit l'espace, suivie du son sourd et du silence final. Julien resta immobile un instant, le visage grave. Il venait de comprendre. Était plus seulement un technicien, il était devenu lui aussi, un témoin. Le travail d'analyse commença. Julien transféra l'enregistrement sur son ordinateur, la conversation tragique se matérialisant en une onde sonore sur ses écrans. Il se lança alors dans un processus méticuleux, une sorte d'archéologie numérique. Avec des logiciels de pointe, il commença à peler les couches de bruit, à filtrer le grésillement de la bande magnétique vieille de 19 ans, à isoler les fréquences des voix pour les rendre plus intelligibles. Léo et Élise observaient, fascinés et anxieux, le balai de ses doigts sur la console. Chaque filtre appliqué, chaque bruit de fond réduit, était un pas de plus vers la vérité brute, dépouillée de l'usure du temps. Ils retenaient leur souffle, espérant que la technologie moderne puisse extraire un détail, un indice, une preuve supplémentaire de ce passé scellé dans le métal. Après plus d'une heure de travail acharné, Julien isola quelque chose. Un son presque imperceptible, caché sous le souffle de la bande. Un artefact sonore que seule une oreille experte et un équipement de pointe pouvaient déceler. Il l'isola et l'amplifia. Un astérisque bip astérisque aigu, bref et régulier, se fit entendre. Il se répétait toutes les 15 secondes, une pulsation électronique faible mais distincte. Ce N était pas un bruit parasite aléatoire. Était un son d'origine mécanique, un signal. Julien le fit tourner en boucle, et le petit son fantomatique devint le seul occupant de la pièce, un métronome macabre, battant la mesure d'un drame ancien. Que était-ce? D'où venait ce son qui semblait être le pouls secret de l'enregistrement? En entendant cette pulsation répétitive, Élise fronça les sourcils. Le son était étrangement familier, une réminiscence enfouie au plus profond de sa mémoire d'enfant.
Elle ferma les yeux, se concentrant, laissant le astérisque bip astérisque la ramener en arrière, dans l'atelier de son père. Les images affluèrent, fragmentées, l'odeur de sciure et d'huile chaude, la lumière des lampes sur les établis, le visage souriant de son père. Et puis, une autre image, plus précise. Une zone de l'atelier où elle n'avait pas souvent le droit d'aller, la nouvelle aile des prototypes. Son père y travaillait sur des projets secrets, avec des machines qu'elle n'avait jamais vues ailleurs. Le son était là, en arrière-plan, une note constante dans la symphonie des outils et de la création. Soudain, le souvenir devint limpide. « La soudeuse !» murmura-t-elle, les yeux toujours clos. Sa voix était à peine audible. « La soudeuse de précision. » Elle expliqua que son père avait fait importer d'Allemagne une machine à souder à l'arc à plasma. Un équipement de pointe pour elle, époque, lui permettant de travailler sur des circuits et des composants miniatures. L'appareil était sa fierté, mais son système de refroidissement, pour maintenir une température stable, émettait un bip aigu et régulier toutes les 15 secondes lorsqu'il était sous tension. Cette machine était unique, et elle était installée dans un seul et unique endroit, la nouvelle aile des prototypes, une extension de l'atelier qu'il avait terminé à peine 6 mois avant sa disparition. Le regard de Léo s'illumina d'une terrible compréhension. Cette révélation était bien plus qu'un simple détail technique. C était une signature. Une preuve irréfutable, qui plaçait la scène du crime dans un lieu précis. Ce N était pas seulement dans l'atelier, mais dans cette aile spécifique. Poussé par une intuition fulgurante, Léo sortit son téléphone et chercha des archives de presse sur l'entreprise. Il trouva rapidement un article de 1993, quelques mois après la disparition, annonçant le projet de construction du nouveau siège social de Jouet-Roussel. L'article mentionnait, en une ligne, que le projet nécessitait la démolition complète des anciens ateliers Lemaire, y compris l'aile des prototypes récemment ajoutés. La vérité les frappa. Le meurtre avait eu lieu sur le terrain même où Maxime Roussel avait bâti son empire. Les fondations de sa réussite reposaient, littéralement, sur le lieu de son crime. Ce qu'il découvrirait ensuite allait tout changer. La révélation du studio de Julien ne fut pas une conclusion, mais une porte ouverte sur un abîme encore plus profond. L'idée que le siège social de Jouet-Roussel, ce monolithe de verre et d'acier qui dominait l'horizon lyonnais, ait été érigé précisément sur le lieu du crime, était une profanation d'une ironie macabre. Ce N était plus seulement un meurtre, C était un enterrement symbolique, un acte de domination ultime où l'assassin avait bâti son triomphe sur la tombe de sa victime. Pour Léo et Élise, la quête changeait de nature. Ils ne cherchaient plus seulement une vérité abstraite, mais potentiellement des preuves physiques, un corps, scellé sous des tonnes de béton. L'atelier magique de l'enfance d'Élise était devenu un mausolée, et chaque jour des centaines d'employés marchaient sans le savoir sur un secret enfoui depuis 19 ans, un secret que Maxime Roussel avait cru pouvoir enterrer pour l'éternité. Pour Élise, cette information fut une nouvelle déflagration, plus intime et dévastatrice encore. Les souvenirs de cette aile des prototypes, autrefois associés à l'excitation et au secret partagé avec son père, étaient désormais souillés par l'image de la violence. Le bip de la soudeuse, ce son qui l'amusait tant, était devenu la bande-son d'un assassinat. Elle se sentait spoliée de son propre passé, chaque image heureuse étant désormais superposée à une scène de meurtre. Cette douleur, cependant, se mua rapidement en une détermination froide. L'enregistrement et la localisation N étaient que des preuves circonstancielles. Ils avaient besoin d'un témoignage humain, d'une faille dans le mur de silence que Roussel avait construit autour de lui. Il leur fallait trouver quelqu'un qui était là cette nuit-là, quelqu'un dont la mémoire n'avait pas été démolie avec les murs de l'atelier. C'est Léo qui brisa le silence pesant de leurs réflexions. Son esprit analytique, habitué à démonter des mécanismes complexes, cherchait le prochain engrenage à faire tourner. L'enquête de 1992, dit-il, le regard fixé dans le vide. Elle a été classée, mais quelqu'un a dû la mener. Un policier. Quelqu'un qui a interrogé les employés, qui a senti la pression. L'idée était simple, mais brillante. Il ne pouvait pas rouvrir l'affaire officiellement, mais il pouvait accéder à sa mémoire institutionnelle à travers l'homme qui en avait été le dépositaire. Retrouver le détective de l'aile, époque, C, était une chance de découvrir des pistes abandonnées, des doutes non formulés, des témoignages qui, à la lumière de leur nouvelle découverte, pourraient prendre un tout autre sens. C était leur seule chance de connecter le passé au présent avec un fil humain, un fil que Roussel n'avait peut-être pas pu couper. La recherche fut moins ardue qu'il ne l'avait craint. L'inspecteur principal en charge de l'affaire Lemaire s'appelait Christian Fournier. Une rapide recherche révéla qu'il avait pris sa retraite quelques années plus tôt.
Ils le trouvèrent dans un petit pavillon de la banlieue lyonnaise, un homme au regard fatigué, dont les épaules semblaient porter le poids de toutes les affaires qu'il n'avait pas pu résoudre. Au début il se montra méfiant, presque hostile, voyant en eux de simples amateurs de sensations fortes, venant remuer de vieilles cendres. L'affaire Lemaire était une cicatrice douloureuse, l'un des plus grands échecs de sa carrière, une enquête où il avait toujours senti que quelque chose clochait, sans jamais pouvoir mettre le doigt dessus. Il les écouta d'une oreille distraite, prêt à les congédier poliment, convaincu qu'il n'avait rien de plus que les vieilles rumeurs de Levril d'époque. Tout changea lorsque Léo sortit Tino de son sac et actionna l'interrupteur. Le visage de l'inspecteur Fournier se figea. Il se pencha, son scepticisme évaporant pour laisser place à une concentration intense. Il écouta l'enregistrement une première fois, puis une seconde, les yeux fermés. Quand le silence revint, il resta immobile un long moment. « Roussel » souffla-t-il, comme si le nom lui brûlait les lèvres. « Je le savais. Je l'ai toujours su. » Il leur raconta la pression qu'il avait subie, les appels venus d'en haut, l'influence de Roussel, qui avait rapidement orienté l'enquête vers la thèse de la fugue. Revigoré par cette preuve inespérée, il se leva et sortit d'une armoire un vieux carton poussiéreux. À l'intérieur, son dossier personnel sur l'affaire. Il en extirpa une liasse de feuilles jaunies, la liste complète des employés de l'atelier en décembre 1992. Les jours suivants se transformèrent en une enquête minutieuse. Assis autour de la table de cuisine de Fournier, ils épluchèrent la liste, nom par nom. Le vieil inspecteur apportait le contexte, se souvenant de certains visages, de certaines personnalités. Ils se concentrèrent sur le personnel de nuit, les agents de sécurité, ceux qui auraient pu être présents après le départ des ouvriers. Beaucoup avaient déménagé, certains étaient décédés. Était une course contre la montre, une recherche d'aiguilles dans une botte de foin vieille de 19 ans. Finalement, un nom attira leur attention. Jean-Pierre Moreau, le gardien de nuit, qui avait démissionné subitement 2 mois après la disparition, officiellement pour « raison de santé ». Selon les notes de Fournier, il avait été interrogé à la époque mais n'avait rien déclaré d'anormal. Un détail cependant était troublant. Il avait quitté Lyon pour s'installer sur la Côte d'Azur, un changement de vie coûteux pour un simple gardien. La piste les mena à une petite maison de retraite près de Nice. Jean-Pierre Moreau était un vieil homme frêle, aux mains tremblantes, dont les yeux étaient hantés par une peur qui n'avait pas diminué avec les années. Quand Élise prononça le nom de son père, il pâlit, et tenta de mettre fin à la conversation. Il nia se souvenir de quoi que ce soit, sa voix chevrotante trahissant son mensonge. Mais Élise ne recula pas. Elle ne l'accusa pas. Elle lui parla de son père, de l'homme qu'il était, de la douleur de grandir en croyant avoir été abandonné. Elle lui montra une photo d'elle, à 10 ans, aux côtés d'Antoine. Le vieil homme regarda la photo, et quelque chose en lui se brisa. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues parcheminées. Le poids d'un secret gardé pendant près de 2 décennies était devenu trop lourd à porter. L'aveu fut un murmure, un torrent de mots libérés après des années de silence. Moreau raconta la nuit du 23 décembre 1992. Il avait vu Maxime Roussel sortir de l'atelier tard dans la nuit, bien après le départ supposé d'Antoine Lemaire. Roussel était seul, le visage fermé, et il luttait pour pousser un diable sur lequel était chargée une grande caisse à outils industriels, une de celles utilisées pour le transport de matériel lourd. La caisse semblait anormalement pesante. Quelques jours plus tard, Roussel l'avait convoqué, et lui avait remis une enveloppe contenant 200 000 francs en liquide. Une fortune pour Vlop Convemalmonc. L'ordre était simple. Il n'avait rien vu, il devait démissionner, et disparaître. Moreau, terrifié par la froide détermination de Roussel, et appâté par l'argent, avait obéi. Il vivait depuis, avec cette culpabilité, sachant qu'il avait été le complice silencieux d'un acte terrible. Ils avaient maintenant un témoin. Un témoin fragile, mais un témoin direct. La confession de Moreau, enregistrée discrètement par Léo sur son téléphone, était la pièce manquante, le lien humain qui validait l'enregistrement de Tino. Mais ils avaient sous-estimé la portée des réseaux de Maxime Roussel. Le simple fait de retrouver Fournier, de contacter un ancien employé, avait dû déclencher une alarme invisible dans l'empire de l'homme d'affaires. Le danger N était plus une menace abstraite confinée dans le passé. Il devenait réel et immédiat. Le soir même de leur retour à Lyon, alors que Léo travaillait tard dans son atelier, il sentit une présence. En se retournant, il vit la porte, qu'il avait pourtant fermée à clé, s'entr'ouvrir lentement. Son sanctuaire venait être violé.
Il-N était plus seulement un enquêteur, il était devenu une cible. L'intrusion fut brève et professionnelle. 2 silhouettes sombres se faufilèrent à l'intérieur, se déplaçant avec une efficacité silencieuse. Léo eut juste le temps de se cacher derrière une lourde étagère métallique. Il les observa, le cœur battant à tout rompre, fouiller méthodiquement la pièce. Ils n'étaient pas des voleurs ordinaires. Ils ne touchèrent à aucun des jouets de valeur, à aucun outil. Leurs yeux balayaient l'atelier, cherchant quelque chose de spécifique. Léo comprit avec une bouffée de terreur. Il cherchait Tino. Heureusement, il l'avait confié à Élise pour plus de sécurité. Les intrus repartirent aussi vite qu'ils étaient arrivés, laissant derrière eux une porte fracturée, et un message clair. Roussel savait. Il savait qu'ils avaient quelque chose, et il était prêt à tout pour le récupérer. La partie d'eau, échec, venait de se transformer en une chasse à l'homme. L'escalade ne s'arrêta pas là. Le lendemain, ce fut au tour d'Élise. Alors qu'elle sortait de son cabinet, un homme élégamment vêtu, au sourire aussi charmant que glacial, l'intercepta. Il se présenta comme un membre du conseil d'administration de Jouet Roussel. Sans jamais la menacer directement, il lui parla de la fragilité des réputations, de la facilité avec laquelle un projet architectural pouvait être ruiné par des complications administratives ou des rumeurs malveillantes. Il évoqua l'héritage complexe de son père, suggérant qu'il serait dommage de le salir en exhumant de vieilles histoires infondées. Chaque mot était choisi, poli, mais sous la surface se cachait une menace de destruction professionnelle et personnelle. Roussel ne se contentait plus de se défendre. Il attaquait, utilisant son pouvoir et son argent pour les isoler et les briser. Ils étaient seuls, face à un monstre qu'ils avaient réveillé. La peur froide et viscérale s'installa en eux comme un poison. Les menaces étaient plus des hypothèses mais des actes. L'intrusion dans l'atelier de Léo et l'avertissement, à peine voilé reçu par Élise, avaient fait voler en éclats leurs sentiments relatifs de sécurité. Ils étaient plus des archéologues d'un crime passé, mais les cibles vivantes d'un prédateur qui sentait son territoire menacé. Chaque ombre dans la rue, chaque voiture qui ralentissait semblait désormais porter la marque de Maxime Roussel. Ils comprirent avec une clarté terrifiante que l'homme qui avait tué une fois pour protéger son secret n'hésiterait pas une seconde à le faire à nouveau. La partie des échecs intellectuels était terminée. Une lutte pour leur survie venait de commencer, et ils étaient dangereusement exposés, ne possédant pour seules armes qu'un jouet en fer blanc et la parole d'un vieil homme rongé par la culpabilité. Ils retournèrent voir l'inspecteur Fournier, non plus comme des informateurs, mais comme des fugitifs cherchant un abri. Le vieil homme les écouta, son visage se durcissant à chaque mot. Il était pas surpris. Pour lui, était la confirmation de ce qu'il avait toujours soupçonné. La puissance de Roussel était pas seulement financière, elle était systémique. Fournier leur expliqua que, dès 1992, il avait senti des blocages anormaux dans son enquête. Des dossiers qui se perdaient, des témoins clés qui devenaient subitement injoignables, des pressions amicales mais fermes, de la part de sa hiérarchie pour clore le dossier rapidement. Il leur confia un nom, celui d'un politicien local de Le Mans, époque, aujourd'hui haut placé, dont la carrière avait été largement financée par les dons généreux de Roussel. Le réseau de l'homme d'affaires était bien plus étendu et plus profond qu'il ne l'avait jamais imaginé, tissé dans la trame même du pouvoir lyonnais. Le conseil de Fournier fut brutal et sans appel, il devait disparaître des radars. Il leur expliqua les bases de la contre-surveillance, des techniques apprises au fil d'une carrière passée à traquer des criminels bien moins sophistiqués que Roussel. Changer leurs habitudes, éviter leur lieu de prédilection, communiquer via des téléphones prépayés, ne jamais évoquer l'affaire dans un lieu public ou près de leurs appareils électroniques. Chaque conversation pouvait être écoutée, chaque mouvement suivi. L'atelier de Léo et le cabinet d'Élise étaient plus des sanctuaires, mais des pièges potentiels. Ils devaient désormais penser et agir comme des conspirateurs, opérant dans les marges, se méfiant de tout et de tout le monde. La paranoïa était plus une faiblesse, mais un outil de survie essentiel face à un adversaire qui avait les moyens de les observer sans jamais se montrer. Cette nouvelle précarité les força à se concentrer sur l'essentiel, le mobile. La simple prise de contrôle d'une entreprise de jouets ne justifiait pas un tel déploiement de force 19 ans plus tard. La clé était dans la technologie elle-même. Dans la sécurité relative d'une chambre d'hôtel anonyme, Léo examina de nouveau les plans miniatures et la puce rudimentaire trouvée dans Tino. Avec ses connaissances en design industriel, il comprit que les schémas ne décrivaient pas un simple mécanisme d'équilibrage,
mais un système de stabilisation sur 3 axes d'une précision microscopique. C était une technologie qui, à l'aube des années 90, était à des décennies en avance sur son temps. Il expliqua à Elise que cela pouvait permettre à un drone de rester parfaitement stable dans des vents violents, ou à un missile de corriger sa trajectoire avec une précision chirurgicale. Le génie de son père n'avait pas seulement créé un jouet magique, il avait inventé une arme potentielle. Pour confirmer leurs soupçons, il devait consulter un expert, une manœuvre extrêmement risquée. Elise utilisa un de ses anciens contacts universitaires, un ingénieur travaillant pour un grand groupe aéronautique, sous le prétexte de chercher des conseils pour un projet architectural intégrant des composants gyroscopiques. Elle lui envoya des scans anonymisés des plans, sans aucun contexte. La réponse, reçue sur une adresse mail sécurisée, fut immédiate et stupéfiante. L'ingénieur était abasourdi. Il lui demanda où elle avait trouvé ces schémas, expliquant qu'ils résolvaient des problèmes de microstabilisation, sur lesquels son propre département de recherche et développement travaillait encore aujourd'hui. Il estima la valeur du brevet, s'il avait été déposé à l'époque, à plusieurs dizaines, voire centaines de millions de francs. Le mobile du crimen était plus une supposition. Il était désormais chiffré, et le montant était astronomique. La confirmation de la valeur de la technologie coïncida avec l'intensification des attaques de Roussel, qui passait désormais à la guerre psychologique. Un article au vitriol parut dans un influent journal économique régional, jetant le discrédit sur le cabinet d'architecture d'Élise. Citant des sources anonymes, l'article faisait allusion à des retards de paiement, à une gestion financière hasardeuse, et à des pratiques éthiques douteuses. Était une attaque chirurgicale, conçue pour saper sa crédibilité professionnelle, et la noyer sous les problèmes financiers et juridiques. Du jour au lendemain, des clients inquiets commencèrent à appeler. Des partenaires, à prendre leur distance. Roussel ne cherchait plus seulement à les faire taire. Il cherchait à détruire leur vie, brique par brique, pour prouver qu'il était intouchable, et que toute opposition était futile. Léo ne fut pas épargné. Il reçut une lettre de mise en demeure d'un des plus grands cabinets d'avocats de Lyon, représentant les intérêts de Maxime Roussel. Le document, rédigé dans un langage juridique glacial, l'accusait de harcèlement et de tentative d'extorsion. Il lui était formellement interdit de contacter M. Roussel, ou tout employé de son entreprise. La lettre mentionnait subtilement que toute diffusion d'allégations infondées donnerait lieu à des poursuites judiciaires en diffamation, se chiffrant en millions d'euros. Le message était clair. La puissance financière de Roussel pouvait écraser légalement bien avant que la vérité n'ait une chance d'atteindre un tribunal. Ils étaient pris au piège, attaqués sur tous les fronts, professionnels, financiers et juridiques, par un homme qui maîtrisait parfaitement l'art de la guerre par l'intimidation. Paradoxalement, cette offensive totale eut l'effet inverse de celui escompté. La peur, bien que toujours présente, commença à se cristalliser en une rage froide. Loin de les diviser ou de les décourager, les attaques de Roussel solidifièrent leur alliance. Ils comprirent que leur combat était plus seulement pour la mémoire d'Antoine Lemaire, mais contre un système de corruption et d'impunité incarné par son meurtrier. Roussel était pas seulement un assassin, il était le symbole d'un monde où le pouvoir et l'argent permettaient d'effacer les crimes et de réécrire l'histoire. Cette prise de conscience transforma leur quête personnelle en une croisade. Ils ne reculeraient plus. Puisque Roussel voulait la guerre, il l'aurait. Mais ils devaient être plus malins, plus rapides et plus audacieux que lui. Leur première décision stratégique fut de protéger leurs preuves. Tino, l'enregistrement de Moreau, les plans, tout cela était trop précieux pour être conservé au même endroit. Ils firent plusieurs copies numériques de l'enregistrement audio, et des scans des plans, qu'ils stockèrent sur des clés USB confiées à Fournier, et cachées en des lieux distincts. Quant à Tino, l'original, la pièce à conviction maîtresse, Léo décida de le cacher dans l'endroit le plus sûr qu'il connaissait. Le grenier de sa maison d'enfance, dans le coffre en bois où il rangeait ses propres jouets quand il était petit. Le petit robot de fer blanc, témoin d'un drame d'adulte, retournait symboliquement dans le monde de l'innocence, protégé par les fantômes bienveillants d'une enfance que son créateur avait contribué à enchanter. Pendant ce temps, Fournier, revigoré par la tournure des événements, et sentant qu'il tenait enfin la chance de racheter échec de sa carrière, activait ses anciens réseaux. Il ne cherchait plus des témoins, mais des traces documentaires, des preuves que Roussel ne pourrait pas effacer. Il passa des jours à éplucher de vieilles archives commerciales et des registres financiers. Et il trouva quelque chose. Une anomalie. 6 mois après la disparition d'Antoine, Maxime Roussel avait créé une société écran discrète, une filiale nommée Roussel Tech System.
Officiellement, elle était destinée à l'innovation dans le domaine du jouet. Mais son premier et unique contrat, d'une valeur de plusieurs millions de francs, n'avait pas été signé avec un distributeur de jouets, mais avec un sous-traitant de l'industrie de la défense. Le lien était fait, le meurtre, la technologie et l'argent de l'armement étaient désormais connectés. L'affaire avait atteint une nouvelle dimension, vertigineuse et terrifiante. Ce N était plus l'histoire d'un meurtre entre deux associés, mais une conspiration aux ramifications bien plus larges. Le silence qui avait entouré la disparition d'Antoine Lemaire N était pas seulement dû à la peur ou à l'argent, mais potentiellement à une complicité au sein de l'appareil industriel, et peut-être même étatique. La technologie volée n'avait pas seulement servi à bâtir un empire du jouet, mais avait probablement été vendue au plus offrant pour des applications que son créateur aurait abhorrées. Léo et Élise se tenaient au bord d'un gouffre, réalisant que le monstre qu'ils combattaient avait des têtes bien plus nombreuses et plus puissantes qu'ils ne l'avaient jamais craint. Révéler la vérité ne signifiait plus seulement exposer un meurtrier, mais potentiellement déstabiliser un système entier. Le point de non-retour était atteint. Les murs se resserraient autour de Léo et Élise, chaque jour apportant son lot de menaces à peine voilées, une pression psychologique constante qui effritait leurs nerfs. La stratégie de Roussel était claire. Les isoler, les discréditer, les pousser à la faute ou à l'abandon. Ils comprirent qu'attendre plus longtemps, était lui donner le temps de les détruire complètement, pièce par pièce. Il n'y avait plus qu'une seule option, un pari insensé, une manœuvre désespérée, qui pouvait soit les sauver, soit les anéantir définitivement. Ils devaient sortir de l'ombre, non pas en s'adressant à une police potentiellement compromise, mais en allumant un incendie médiatique si violent que personne, pas même Maxime Roussel, ne pourrait les éteindre. Ils devaient trouver un journaliste d'investigation, un nom, une réputation, quelqu'un d'assez courageux ou d'assez fou pour défier un empire. Le nom qui s'imposa fut celui de Valérie Dubois, une journaliste du grand quotidien national Astérisque Le Monde, connue pour son style incisif et son refus de plier face aux puissants. Ses enquêtes avaient fait tomber des politiciens et des industriels, et sa réputation d'incorruptibilité était leur meilleur espoir. La contacter fut un exercice de paranoïa. Utilisant une cabine téléphonique et un nom d'emprunt, Élise lui laissa un message énigmatique, évoquant une affaire classée, un empire du jouet, et une preuve matérielle qui pouvait réécrire l'histoire. Elle ne s'attendait presque pas à une réponse. Pourtant, 2 heures plus tard, un message laconique arriva sur un téléphone prépayé. Rendez-vous ce soir, 23 heures. Café Le Comptoir des Pentes. Soyez seul. Le lieu était un vieux bouchon lyonnais, un endroit public mais discret, parfait pour une rencontre clandestine. Le piège pouvait être aussi bien tendu par Roussel que par la journaliste elle-même, mais il n'avait plus le choix. L'atmosphère du café était épaisse, lourde de l'odeur du vin rouge et du bois ciré. Les conversations des quelques clients attardés formaient un bourdonnement indistinct, une toile de fond à la tension qui étreignait Léo et Élise. Assis dans une alcôve sombre, ils scrutaient chaque visage, chaque silhouette, entrant dans la lumière tamisée. Chaque bruit de chaise, chaque éclat de rire les faisait sursauter. Léo avait Tino dans un sac en toile posé sur ses genoux, le contact du métal froid à travers le tissu lui rappelant constamment le poids de la vérité qu'il portait. Élise, le visage pâle, tordait nerveusement une serviette en papier, ses yeux balayant sans cesse la porte. L'attente était une torture, chaque minute qui s'écoulait étirant leurs nerfs jusqu'au point de rupture. Ils étaient des proies, et ils le sentaient dans chaque fibre de leur être. À 23 heures précises, une femme entra. La quarantaine, des cheveux courts, un trench-coat beige et un regard d'une intensité perçante qui semblait tout sonder. Elle les repéra immédiatement, traversa la salle d'un pas décidé, et s'assit en face d'eux sans un mot. Était Valérie Dubois. Elle posa un petit magnétophone sur la table, et les dévisagea tour à tour. « Vous avez 10 minutes pour me convaincre que je ne suis pas en train de perdre mon temps, » dit-elle d'une voix neutre, sans la moindre trace d'émotion. Il n'y avait ni chaleur ni sympathie dans son approche, seulement l'efficacité froide d'une professionnelle habituée à démêler le vrai du faux. Face à ce mur de scepticisme, Léo sentit une bouffée de découragement, mais le regard déterminé d'Élise lui redonna du courage. Élise prit la parole la première. D'une voix qu'elle s'efforçait de maintenir stable, elle raconta l'histoire. Pas celle de la disparition, mais celle de son père. L'inventeur. Le rêveur. Elle parla de la nuit du 23 décembre 1992, de la promesse non tenue, du mensonge qui avait défini sa vie. Valérie Dubois écoutait,
impassible, son visage ne trahissant rien. Elle avait déjà entendu des dizaines d'histoires de tragédies familiales et de théories du complot. Était le moment où Léo comprit que les mots seuls ne suffiraient pas. Il se pencha, ouvrit son sac et posa délicatement Tino au centre de la table, sous la lumière jaunâtre d'une petite lampe. Le petit robot de fer blanc, avec son sourire peint et son air désuet, semblait terriblement incongru au milieu de cette conversation d'adultes. Valérie Dubois baissa les yeux vers le jouet, un sourcil légèrement haussé. « C'est ça, votre preuve ?»« Un jouet ?» demanda-t-elle, une pointe d'ironie dans la voix. Léo ne répondit pas. Il se contenta de tendre une paire d'écouteurs à la journaliste. « Ce n'est pas un jouet, » dit-il simplement, « c'est une boîte noire. » Intriguée malgré elle, la journaliste mit les écouteurs. Léo se pencha sur Tino, le bruit des conversations du café semblant évanouir. Il actionna le minuscule interrupteur. Le silence se fit, un silence dense, uniquement peuplé par l'attente. Ils observaient le visage de Valérie, cherchant le moindre signe, la moindre fissure dans son masque de professionnalisme. Ils la virent froncer les sourcils, puis ses yeux écarquillèrent très légèrement. Elle écoutait. Elle entendait la voix passionnée d'Antoine Lemaire puis celle, tranchante, de Maxime Roussel. Son corps se raidit. Sa main, qui tenait un stylo, s'immobilisa au-dessus de son carnet. Léo et Élise pouvaient presque voir la scène se rejouer dans son esprit, les mots prenant vie, la confrontation devenant réelle. Quand la menace finale de Roussel tomba, astérisque, cette technologie ne sortira pas de cet atelier. Et toi non plus, astérisque, suivi du bruit sourd, Valérie ferma brusquement les yeux, comme si elle venait de recevoir un coup. Elle retira lentement les écouteurs, le silence du café se précipitant pour combler le vide. Elle ne les regarda pas tout de suite. Elle fixa le petit robot sur la table, qui semblait maintenant irradier une aura sinistre. Le scepticisme avait disparu de son visage, remplacé par une expression de stupeur et de concentration glaciale. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour eux. Elle releva enfin les yeux, et son regard avait changé. Ce N était plus celui d'une journaliste sceptique, mais celui d'une prédatrice qui venait de sentir l'odeur du sang. « Vous avez autre chose ?» demanda-t-elle sa voix basse et urgente. Ce fut le signal. Léo sortit une clé USB. Il lui parla de l'analyse de Julien, du bip de la soudeuse, qui localisait le crime sous le siège même de Jouet Roussel. Il lui parla de l'inspecteur Fournier, de son enquête sabotée. Puis il lui fit écouter, sur son téléphone, l'enregistrement de la confession tremblante de Jean-Pierre Moreau, le gardien de nuit, l'homme qui avait vu Roussel sortir la lourde caisse à outils cette nuit-là. Chaque preuve s'ajoutait à la précédente, formant une mosaïque accablante et irréfutable. Élise posa alors sur la table une copie des plans trouvés à l'intérieur de Tino. « Ce N était pas pour un jouet, dit-elle, sa voix retrouvant sa force. Ces cieux étaient une technologie de stabilisation gyroscopique. Assez avancée pour guider un missile, c'est pour ça qu'il l'a tué. Pas pour une entreprise de jouets. Pour un contrat avec l'armée. » Elle tendit ensuite les documents financiers dénichés par Fournier, prouvant la création de la filiale Roussel Tech Systems, et le contrat avec le sous-traitant de la défense. La journaliste parcourait les documents, son esprit assemblant les pièces du puzzle à une vitesse vertigineuse. L'histoire N n'était plus une simple affaire de meurtre. C était un scandale D, État en puissance, mêlant cupidité, meurtre et technologie militaire. Valérie Dubois resta silencieuse pendant un long moment, absorbée par la contemplation de l'abîme, qui venait de s'ouvrir devant elle. C était l'histoire d'une vie, le genre d'affaire qui pouvait redéfinir une carrière. Mais C était aussi un risque immense. Affronter un homme comme Maxime Roussel, avec ses connexions et sa fortune, était un jeu dangereux. Elle leva les yeux vers Élise, et pour la première fois, Léo vit une lueur de compassion dans son regard. Elle ne voyait plus seulement des sources, mais une fille qui se battait pour la mémoire de son père, et un homme qui avait risqué sa vie pour une cause juste. Elle vit la fatigue, la peur, mais surtout une détermination sans faille dans leurs yeux. Finalement, elle éteignit son magnétophone et le rangea dans son sac, un geste qui signifiait que l'entretien était terminé, et que la décision était prise. « Donnez-moi tout, dit-elle d'une voix ferme. Les originaux, les copies, les contacts. À partir de maintenant vous disparaissez. Vous ne contactez plus personne. Vous ne répondez à personne. Je m'en occupe. » Ce N était pas une question, C était un ordre. Elle rassembla les documents, la clé USB,
et jeta un dernier regard à Tino. « Laissez-le-moi aussi, il est le cœur de l'histoire. » En leur prenant l'épreuve, elle leur prenait aussi le fardeau. Ils étaient plus seuls. La bombe était amorcée. Ils la regardèrent se lever et quitter le café sans un regard en arrière, emportant avec elle 19 ans de silence, de mensonges et de chagrin. En la voyant disparaître dans la nuit lyonnaise, Léo et Élise ressentirent un mélange vertigineux de soulagement et de terreur. Ils avaient joué leur dernière carte. Ils avaient lâché le monstre. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le silence qui suivit son départ dans le café était différent, ce N était plus un silence d'attente, mais le calme étrange et vibrant qui précède l'explosion. Le lendemain, le nom de Maxime Roussel serait sur toutes les lèvres, non plus comme celui d'un magnat du jouet, mais comme celui d'un meurtrier. L'article de Valérie Dubois parut 2 jours plus tard, en une du astérisque Monde Astérisque. Le titre, en lettres capitales, barrait la page. L'Empire Roussel, un train bâti sur un meurtre? Ceci était une déflagration. L'article était une pièce de journalisme d'investigation magistrale, méticuleuse, chaque affirmation étayée par une preuve. Il commençait par l'histoire poignante d'Antoine Lemaire, le génie disparu, puis déroulait le fil de l'enquête menée par Léo et Élise. La photo de Tino, le petit robot au sourire mélancolique, était en pleine page, le présentant comme le témoin silencieux d'un crime parfait. La retranscription de l'enregistrement était publiée, les mots glacials de Roussel imprimés pour que la France entière les lise. Le scandale était total, une onde de choc qui secoua les mondes des affaires, de la politique et de la défense. L'empire de Maxime Roussel commençait à trembler sur ses fondations. La publication de l'article de Valérie Dubois eut l'effet d'une bombe atomique larguée sur le paysage médiatique et économique français. En quelques heures, l'histoire du prototype silencieux était partout. À la radio, à la télévision, sur Internet. Le titre en une du astérisque Monde Astérisque fut relayé par tous les médias, accompagné de la photo poignante du petit robot Tino. Le public, fasciné et horrifié, se passionna pour ce drame shakespearien mêlant génie, trahison et meurtre. Pour Maxime Roussel, le réveil fut brutal. Son nom, autrefois synonyme de réussite, était désormais associé à l'horreur. L'empire qu'il avait mis 2 décennies à bâtir commença à s'effondrer comme un château de cartes. Les investisseurs paniquèrent, et l'action de Jouet Roussel chuta de 70% avant la suspension de sa cotation à la Bourse de Paris. Le magnat était devenu un paria, piégé dans la forteresse de verre qu'il avait lui-même érigée. Face à un scandale d'une telle ampleur, les autorités judiciaires ne pouvaient plus rester inactives. La pression populaire et médiatique était immense, chaque heure de silence étant interprétée comme une forme de complicité. Le procureur de la République de Lyon, un homme réputé pour sa prudence, annonça lors d'une conférence de presse bondée la réouverture immédiate de l'enquête sur la disparition d'Antoine Lemaire, requalifiée en enquête pour enlèvement et meurtre. Il cita la présence des éléments nouveaux et troublants, portés à sa connaissance par la presse, une manière de reconnaître la puissance du 4e pouvoir. Pour Élise et Léo, qui suivaient Mel, événement depuis une cachette sécurisée, ce fut le premier véritable moment de victoire. La machine judiciaire, si longtemps paralysée par l'influence de Roussel, venait enfin de se remettre en marche, et rien ne semblait plus pouvoir l'arrêter. Acculé, Maxime Roussel tenta une dernière manœuvre désespérée. Il organisa sa propre conférence de presse dans le hall de son siège social. Un lieu désormais chargé d'une symbolique macabre. Devant un parterre de journalistes hostiles, il joua sa dernière carte, celle du charisme et de l'indignation. D'une voix faussement calme, il dénonça une campagne de calomnie orchestrée, qualifiant l'enregistrement de « montage grossier », le témoignage de Moreau de « divagation d'un vieil homme sénile » et l'article de Valérie Dubois de « abomination journalistique ». Il menaça de poursuivre en justice quiconque oserait relayer ses mensonges. Mais la performance ne convainquit personne. Ses yeux trahissaient une panique à peine contenue, et son assurance légendaire « N » était plus qu'une façade fissurée, révélant l'homme aux abois derrière le masque du PDG tout-puissant. L'inspecteur Christian Fournier quant à lui connut une forme de résurrection professionnelle. Sorti de l'ombre de sa retraite, il fut officiellement nommé consultant sur l'affaire par la nouvelle équipe d'enquêteurs. Son vieux dossier poussiéreux, autrefois symbole de son plus grand échec, devint la pierre angulaire de la nouvelle instruction. Ses intuitions de 1992, ses notes sur la pression subie et ses doutes sur la version de Roussel, étaient désormais considérés comme des preuves de sa clairvoyance.
Avec une énergie retrouvée, il guida les jeunes policiers à travers les méandres du passé, leur fournissant un contexte précieux et des pistes qu'il avait été contraint d'abandonner. C était plus qu'une simple collaboration. C était la revanche d'un homme intègre sur un système qui avait tenté de le faire taire. Sa vieille cicatrice commençait enfin à se refermer. La pièce maîtresse de l'accusation, le témoignage de Jean-Pierre Moreau, fut rapidement sécurisé. Le vieil homme, retrouvé par la police dans sa maison de retraite, fut placé sous protection judiciaire. Loin des menaces et de la peur qui l'avaient hanté pendant 19 ans, il livra une déposition officielle, filmée et enregistrée. Sa voix, bien que fragile, était empreinte d'une détermination nouvelle. Il raconta en détail la nuit du 23 décembre 1992. L'air glacial, le silence pesant de l'atelier désert, et la silhouette de Maxime Roussel luttant avec cette lourde caisse à outils industriels. Il décrivit la peur dans les yeux de son patron, puis la froideur avec laquelle il lui avait tendu l'enveloppe pleine d'argent. Son récit, corroborant parfaitement les autres éléments, était dévastateur. Le complice silencieux était devenu le principal témoin à charge, son besoin de rédemption surpassant enfin des décennies de terreur. Le coup de grâce judiciaire ne tarda pas à arriver. Sur la base de l'analyse sonore localisant le crime et du témoignage de Moreau, un juge d'instruction signa un mandat de perquisition exceptionnel. L'objectif N n'était pas de fouiller des bureaux, mais de procéder à des forages dans les fondations mêmes du siège social de Jouet-Roussel. L'opération, d'une ampleur inédite, fut menée sous le regard de dizaines de caméras. Des équipes de la police scientifique, accompagnées d'ingénieurs en génie civil, investirent le bâtiment. C était un spectacle surréaliste. Le temple du capitalisme et du succès de Roussel était profané, son sol violé à la recherche du secret originel sur lequel il avait bâti sa fortune. Pour Roussel, qui observait la scène depuis son bureau vitré, C était le début de la fin. Le béton qui devait sceller son crime pour elle, éternité, était en train d'être brisé. La tension était à son comble lorsque les instruments de détection par géoradar identifièrent une masse métallique anormale, une cavité dense à plusieurs mètres sous la dalle de béton, précisément à l'emplacement de l'ancienne aile des prototypes. Les marteaux-piqueurs entrèrent en action, leur vacarme assourdissant résonnant comme un glas. Pendant des heures, les ouvriers et les techniciens s'acharnèrent, extrayant des gravats et de la terre. Élise et Léo, tenus à distance par un cordon de police, regardaient la scène, le souffle coupé. Chaque coup de pioche était à la fois une torture et un espoir. Ils étaient sur le point de découvrir la vérité, une vérité physique et tangible, mais ils redoutaient l'horreur qu'elle allait révéler. Le passé N était plus une histoire, mais un objet sur le point d'être exhumé sous leurs yeux. Enfin, une forme rectangulaire et rouillée apparut dans la fosse béante. C était-elle. Une grande caisse à outils industriels, corrodée par près de 20 ans d'humidité, mais indubitablement celle décrite par Moreau. Un silence de mort s'abattit sur le chantier, uniquement troublé par le cliquetis des appareils photo. Avec des précautions infinies, la caisse fut treuillée hors de son tombeau de béton. Les experts en blouse blanche s'affairèrent autour, leurs visages graves et concentrés. Ils durent forcer les serrures, soudées par la rouille. Chaque grincement métallique semblait déchirer le voile du temps, ramenant à la surface une violence que l'on avait cru oublier. L'air devint irrespirable, chargé d'une attente macabre. La boîte de Pandore de Maxime Roussel était sur le point d'être ouverte devant le monde entier. À l'intérieur, la confirmation de l'horreur absolue, les restes squelettiques d'un homme, recroquevillé dans une position tragique. À côté de lui, un objet lourd en métal, un prototype d'engrenage inachevé, identifié plus tard comme l'arme du crime. Les analyses ADN ne laissèrent aucune place au doute. Il s'agissait bien d'Antoine Lemaire. Le génie des jouets n'avait pas fui. Il avait été assassiné, puis enseveli sous l'empire même de son meurtrier. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, provoquant une onde de choc et de dégoût dans tout le pays. Le mythe de l'inventeur instable s'effondra pour laisser place à la réalité sordide d'un meurtre commis par cupidité. La dernière question du mystère venait de trouver sa réponse, dans la plus sombre des révélations. L'arrestation de Maxime Roussel fut un spectacle médiatique. Les forces d'intervention spéciales, suivies par une nuée de journalistes, firent irruption dans sa somptueuse villa sur les hauteurs de Lyon. Les caméras filmèrent en direct l'homme, autrefois si puissant, menotté, le visage blême, le regard vide. Son arrogance était évaporée, ne laissant qu'un homme âgé et vaincu, traîné hors de son palais de mensonges. Il n'opposa aucune résistance, ne prononça pas un mot.
Le masque du philanthrope respectable était tombé pour de bon, révélant le visage nu d'un assassin. Les images de sa chute firent le tour du monde, symbole de l'hubris puni, de la vérité qui, même enterrée sous des tonnes de béton et de silence, finit toujours par refaire surface. L'Empire Roussel était mort, et son roi déchu partait en prison. Le procès fut une formalité. Face à l'accumulation de preuves accablantes, l'enregistrement audio de Tino, le témoignage de Moreau, la découverte du corps, les preuves financières du contrat militaire, la défense de Roussel s'effondra. Il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. L'entreprise Jouet Roussel, souillée par le scandale, fut placée en liquidation judiciaire, ses actifs vendus pour indemniser les victimes et les actionnaires floués. Le nom de Roussel fut effacé des livres d'histoire des affaires, pour être inscrit dans les annales du crime. La justice factuelle était rendue. Le système, bien que tardivement, avait fonctionné. La vérité, exhumée par un collectionneur passionné, et la fille d'une victime, avait triomphé de la puissance et de l'argent. Pour Élise, la fin du procès ne fut pas un moment de joie, mais de paix profonde. La justice ne pouvait pas lui rendre son père, mais elle lui avait rendu son histoire, son honneur. L'image du traître qui l'avait abandonné fut définitivement remplacée par celle d'un héros qui était battu jusqu'au bout pour ses convictions. Elle pouvait enfin commencer son deuil, un deuil retardé de 19 ans. Quelques mois plus tard, elle créa la Fondation Antoine Lemaire, une organisation dédiée à soutenir les jeunes inventeurs et artisans qui, comme son père, privilégiaient la créativité, et elle, éthique au profit. Était sa manière de s'assurer que le véritable héritage de son père, celui de la magie, du rêve et de l'intégrité, ne serait jamais oublié. Le poids de la colère était levé, laissant place à la lumière du souvenir. Léo retourna à son atelier, à sa vie, mais il était un homme transformé. Tino, restitué par la justice, trônait à nouveau sur son établi. Le petit robot N était plus un objet de collection, ni une pièce à conviction. Il était devenu un mémorial, le gardien silencieux d'une vérité, pour laquelle il était battu. En le regardant, Léo ne ressentait plus ni peur ni angoisse, mais une profonde et mélancolique gratitude. Sa passion pour les jouets anciens l'avait conduit bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Il n'avait pas seulement résolu un crime, il avait honoré la mémoire de son idole d'enfance et permis à une fille de retrouver la paix. Sa quête, commencée par un simple coup de cœur dans une salle des ventes, était achevée en un acte de justice poétique, prouvant que même le plus petit des jouets pouvait porter le plus grand des secrets. L'onde de choc médiatique s'est finalement estompée, laissant derrière elle un silence nouveau, un silence apaisé. Pour Léo et Élise, la vie ne pouvait plus jamais reprendre son cours normal. Ils n'étaient plus seulement un collectionneur et une architecte. Ils étaient devenus, aux yeux du public, les gardiens d'une vérité exhumée, les symboles d'une justice improbable. Leur lien, forgé dans le secret, la peur et une détermination commune, était transformé en une amitié indéfectible, une fraternité née sur les cendres d'une tragédie vieille de 2 décennies. Ils se retrouvaient souvent, non plus pour élaborer des stratégies dans l'ombre, mais pour partager un café, un silence complice, conscients que leur existence avait été à jamais redéfinie par un petit robot de fer blanc, et la voix qu'il contenait. Ils avaient affronté un monstre, et contre toute attente, ils avaient gagné, ramenant la lumière dans un recoin sombre de l'histoire. Et Tino, le prototype silencieux? Il n'a jamais rejoint l'atelier de Léo, ni la collection privée d'Élise. Sa destinée était désormais bien plus grande. Après avoir été la pièce à conviction centrale du procès, le petit robot est devenu une icône nationale. Il trône aujourd'hui dans une vitrine du Musée des Arts et Métiers à Paris, au cœur d'une exposition permanente dédiée à éthique de l'innovation technologique. Des milliers de visiteurs, des écoliers aux ingénieurs, viennent le contempler. Son sourire peint, autrefois mélancolique, semble désormais porter la sagesse d'un témoin, qui a vu le pire de la nature humaine, mais qui a aussi vu la justice triompher. Il n'est plus un jouet, ni même une preuve. Il est un mémorial, le symbole tangible qu'aucune vérité, aussi profondément enterrée soit-elle, ne peut être réduite au silence pour éternité lorsque la bonne personne décide enfin de écouter attentivement. L'héritage d'Antoine Lemaire a été entièrement réhabilité, lavé de la souillure de l'abandon et de la trahison. Il est redevenu ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, un visionnaire, un poète de la mécanique, un homme qui a payé le prix ultime pour avoir refusé de compromettre ses principes. La Fondation Antoine Lemaire,
dirigée avec passion par Élise, est devenue une institution respectée, offrant des bourses à de jeunes créateurs qui partagent la philosophie de son père. Utiliser la technologie pour émerveiller, pour éduquer, pour connecter les gens, et non pour détruire. Chaque année, la Fondation organise un grand prix de l'invention éthique, s'assurant que l'esprit d'Antoine, son génie et son intégrité, continuent d'inspirer les nouvelles générations, prouvant que sa véritable création n'était pas un gyroscope, mais un idéal bien plus puissant. La chute de Maxime Roussel a provoqué des répliques bien au-delà de l'industrie du jouet. L'enquête sur la filiale Roussel Tech Systems a mis au jour un réseau de corruption impliquant le sous-traitant de la défense et plusieurs responsables politiques de l'époque. Le scandale, qui semblait initialement être un crime passionnel motivé par la cupidité, s'est révélé être la pointe émergée d'un iceberg de collusion industrielle et étatique. Plusieurs enquêtes parlementaires ont été lancées, et des carrières que l'on croyait intouchables ont été brisées. L'affaire Le Maire est devenue un cadet, école, enseigné dans les écoles de journalisme et de droit, un exemple édifiant de la manière dont une seule fissure dans un mur de mensonges peut finir par faire écrouler tout un édifice de pouvoir et d'impunité, rappelant à tous que les secrets d'entreprise peuvent parfois cacher les crimes les plus sombres. Cette histoire nous rappelle une vérité fondamentale, le temps n'efface rien, il ne fait que recouvrir. Pendant 19 ans, la vérité sur la mort d'Antoine Le Maire a dormi sous des tonnes de béton, de silence et de mensonges. Elle était là, attendant patiemment. Il a suffi de la curiosité d'un homme pour un objet de son enfance, de la persévérance d'une fille refusant d'oublier, et du courage de quelques individus intègres pour que la dalle se fissure. Les objets qui nous entourent ne sont pas inertes, ils sont les dépositaires silencieux de nos histoires, de nos joies comme de nos tragédies. Tino était qu'un assemblage de métal et d'engrenages, mais il portait en lui une mémoire, une voix. Il nous enseigne que le passé n'est jamais vraiment mort, et qu'il trouvera toujours un moyen de nous parler, si nous prenons la peine de tendre l'oreille. Pour Léo Durand, le monde des jouets anciens ne sera plus jamais le même. Sa passion, autrefois une quête nostalgique, s'est chargée d'une nouvelle profondeur, d'une nouvelle responsabilité. Chaque automate qu'il restaure, chaque boîte à musique qu'il répare, lui semble désormais porteur d'un secret potentiel. Son atelier n'est plus seulement un refuge hors du temps, mais un lieu d'écoute, un endroit où les histoires oubliées peuvent reprendre vie. Il n'a jamais cherché la célébrité, et il est rapidement retourné à son anonymat, mais quelque chose en lui a changé. Il a compris que son talent ne consistait pas seulement à réparer des mécanismes, mais à rendre leur voix à des objets qu'il avait perdus. Il est devenu, sans le vouloir, un archéologue des âmes mécaniques, un gardien des mémoires de fer-blanc. Élise Le Maire a enfin trouvé la paix. Non pas dans la vengeance, mais dans la rédemption de l'histoire de son père. La vérité, aussi brutale fut-elle, l'a libéré des chaînes de la colère, et du ressentiment qui l'avait emprisonné depuis l'enfance. Diriger la fondation est devenu sa raison d'être, une façon de transformer sa douleur en une force créatrice. Elle a pardonné à son père de ne pas être rentré ce soir de décembre, car elle sait maintenant qu'il s'est battu jusqu'au bout pour elle, pour son avenir, pour le monde qu'il voulait lui laisser. En honorant sa mémoire, elle ne regarde plus vers le passé avec tristesse, mais vers l'avenir avec espoir. Elle est devenue la gardienne du temple, non pas d'un empire financier, mais d'un héritage d'émerveillement, la preuve vivante que l'amour peut, finalement, triompher de la mort. Au final, la justice n'est peut-être rien d'autre que le rétablissement d'un récit juste. L'histoire de Maxime Roussel était une fiction, un conte de réussite bâti sur un crime. L'histoire d'Antoine Le Maire, celle de la vérité, a été restaurée grâce à sa dernière création. Le plus petit et le plus modeste de ses jouets, conçu pour apporter de la joie, a fini par livrer son plus grand combat, bien après la mort de son créateur. Il a prouvé qu'au cœur de la plus sombre des conspirations, face à la puissance écrasante de l'argent et de l'influence, une petite voix enregistrée sur une bande magnétique, une simple vérité mécanique, peut avoir une force insoupçonnée. La voix la plus silencieuse peut parfois être celle qui résonne le plus fort et le plus longtemps, à travers les décennies. Et l'histoire de Tino, le prototype silencieux, n'est peut-être qu'une histoire parmi tant d'autres qui attendent d'être découvertes. Combien de secrets dorment dans les objets qui nous entourent, attendant que quelqu'un pose la bonne question? Si cette quête de vérité vous a passionné, abonnez-vous à notre chaîne, et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Dites-nous en commentaire quelles leçons vous tirez de cette affaire. Car ce que nous avons appris, c'est que la résolution d'un mystère n'est souvent que le début de quelque chose de bien plus grand.